Emmaüs à 17 h avec Manolo Rodriguez qui illustrera des palos, des rythmes de ida y vuelta, d'aller et retour d'Amérique latine à Espagne et vice-versa, donc à Emmaüs à 17 h. Et auparavant, il y a quand même un rendez-vous à la médiathèque. Voilà, auparavant, samedi 14 h à la médiathèque André Barrère, un documentaire sur les cultures alternatives de Nils Aguilar. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on peut se plonger dans la littérature péruvienne. Oui. Au cinéma Le Méliès, on est passé de 15 jours à 4 jours. Oui, au cinéma Le Méliès, on est passé de 15 jours à 4 jours. C'est une décision qui appartient en propre au Méliès et dans laquelle nous, culture américaine, n'avons aucune part. D'aucuns considèrent que ça fait plus festival, donc voilà. Donc ce soir, nous sommes réunis ici pour recevoir Félix Terrones, qui est un écrivain péruvien. Il vient présenter un ouvrage en espagnol, c'est assez peu fréquent, en général on présente des ouvrages traduits, mais cette année on a décidé d'être audacieux et de vous le présenter directement en espagnol. Voilà, donc sans plus attendre, donc bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup d'être venu. Tout d'abord, je voudrais remercier les Barbie, Frédéric Garbi, de nous accueillir ici. Et ensuite. On n'entend peut-être pas, alors je ne sais pas si le micro est assez poussé. Là, c'est beaucoup mieux. Merci. Et ensuite, bien évidemment, Cultura América, comme tu l'avais dit tout à l'heure, vous avez fait les paris et ça me touche beaucoup. Donc en fait, ma première question, ça consisterait sur le genre de ce livre-là, puisque tu travailles les micro-récits, les micro-textes. Alors peut-être de façon un peu provocatrice, je pourrais demander, est-ce que c'est parce que c'est plus court à écrire que tu travailles ce genre de texte ? Ça commence bien. Hein? Touché. Et j'aimerais bien dire que pour moi, c'était quelque sorte d'échappatoire, écrire des textes courts. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, un peu, je suis désolé pour les gens qui sont venus hier parler avec moi et qui ont entendu déjà cette histoire. Pour moi, c'était... Je venais juste de finir mon travail de thèse. Et donc, du coup, j'étais vraiment enfermé dans son façon d'aborder l'écriture. C'est un travail scientifique. J'avais mis entre parenthèses le travail d'un roman, c'est-à-dire un travail de longue haleine, où l'on exige un langage différent, un langage qui va souffler, un langage qui va raconter quelque chose sur le ton. Et je n'arrivais pas à me remettre sur mon travail de roman. Et je racontais ces soucis que j'avais à ma femme lors d'un voyage à Nantes. Et là, elle m'a donné une petite anecdote qui, par la suite, est devenue la première de mes micro-récits. Celui qui est appelé El Cartero, c'est-à-dire le facteur. Elle m'a donné une image, c'était un facteur qui rentrait justement avec son sac de lettres au cimetière. Hein? Et cette image-là, complètement incongrue, m'a donné l'alibi, j'aimerais bien dire, pour me mettre à écrire des textes courts. Je me suis rendu compte que cette image, je ne pouvais pas la déployer dans un texte long, même pas dans une nouvelle. Qu'il me fallait quelque chose de bref, donc du coup de très percutant, mais permettant d'exploiter au maximum l'anecdote. Hein? Donc du coup, j'ai choisi de façon rationnelle, de façon consciente, cette forme courte, parce que je pensais que cela pouvait faire quelque sorte de coup de poing. Quoi. Et par la suite, les autres micro-récits, c'était à peu près la même chose. C'est une forme qui s'est donc imposée à moi, qui m'a permis de reprendre le travail d'écriture créative, et de cette façon d'aborder un autre genre littéraire que je n'avais pas encore exploré, et qui par la suite j'explorais de façon approfondie. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que je provoquais. En fait, les micro-récits, je trouve que c'est un genre fascinant parce que ça permet une très très grande densité dans l'expression. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta façon de... Enfin, comment tu t'insères dans cette tradition très latino-américaine, au moins à la base du micro-récit, et comment toi tu la travailles, quoi, en fait? Je m'insère dans cette tradition latino-américaine. C'est vrai ce que tu dis, qu'elle est très riche. Si on compare cette tradition à d'autres traditions, telles que la littérature française, la littérature allemande
et notamment la littérature en langue anglaise, où l'on ne peut pas trouver facilement des textes courts, alors qu'il existe les termes flash story pour parler des micro-récits, ou flash fiction. Et je me suis inséré dans cette tradition de façon spontanée, parce que du fait que je n'avais pas encore écrit des micro-récits, je ne connaissais pas forcément ce genre. Bien sûr, j'avais lu les textes plus ou moins canoniques de la littérature latino-américaine en ce qui concerne les micro-récits, dont Fernando Iwasaki dans mon pays, Fernando Iwasaki, des gens tels que Ricardo Somalavia, et en Amérique latine, notamment, comme je parlais tout à l'heure avec Patricia de Sousa, Augusto Monterroso et Ana María Matute, l'écrivain espagnol. Hein. Et c'est ça un peu mon paysage littéraire. Ensuite, bon, cette densité dont tu parles, pour moi, fait partie et est écrite dans les codes génétiques du micro-récit. Je crois qu'un micro-récit doit avoir forcément dans son code génétique, justement, cet effort de densité. Parce que cette densité, c'est vraiment concentrer l'univers et tous les possibles de l'univers dans un texte extrêmement court, vous voyez. Une autre des caractéristiques des micro-récits, c'est quand même en général une fin surprenante, une fin que le lecteur n'attendait pas forcément. Et je trouve que toi tu travailles à la fois cette caractéristique-là, mais que tu rajoutes une certaine part d'étrangeté au milieu de textes qui semblent commencer dans des situations assez quotidiennes et progressivement on bascule dans autre chose. Oui, c'était un souci qui était à moitié conscient, à moitié inconscient, que j'ai eu tout au long du processus d'écriture de ce livre micro-récit. C'est-à-dire, moi je voulais aborder la réalité, raconter le réel, provoquer un effet de réel, mais permettant de représenter des scènes du quotidien, des scènes qui étaient parfois même banales, hein, comme on a dit hier, mais qui allaient être renversées par quelque chose qui est arrivé vers la fin. Quelque chose qui s'est passé dans le langage, mais qui aussi s'est passé dans l'histoire, dans ce que j'ai raconté. Et c'est quelque chose, c'était plutôt quelque chose de mécanismes d'horlogerie, mais aussi quelque chose de mécanismes explosifs. Hein. Je voulais bien que mon lecteur se brûle les mains lorsqu'il allait lire mon livre micro-récit. C'était ça mon but, quoi. Alors que moi, j'écris mon livre micro-récit et chaque texte, pas avec cet habit terroriste, mais plutôt comme si j'étais quelqu'un qui faisait la broderie. Hein. J'ai brodé mes textes, quoi. D'accord, oui. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu travailles une sorte de mouvement cinématographique ou de caméra. Et dans certains de tes textes, on va peut-être en lire un tout de suite après, il y a comme un changement, une inversion du point de vue, une inversion de la caméra. Et je crois que l'écriture de ce livre, elle est pleine de paradoxes. Voilà une des paradoxes. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup à la première personne, qui utilise le jeu. Hein? C'est une première personne qui n'est pas autobiographique, bien évidemment. C'est une première personne qui me permet de jouer un peu avec les fractures d'une individualité, d'une subjectivité qui va se déployer devant les lecteurs. Or, un peu comme tu l'as dit, c'est ça ce qui se passe, n'est-ce pas? Il y a cette envie de mimer quelque sorte d'objectivité cinématographique. Hein? Des images qui se passent comme ça et qui vont développer quelque chose devant le lecteur, quelque chose dont il n'est pas conscient, il ne sera conscient que vers la fin. Peut-être on pourrait déjà commencer à lire un des textes justement pour donner un exemple plus concret de ce que j'ai cherché au niveau esthétique et littéraire. Oui. D'accord. Je vais lire ce texte en espagnol qui s'appelle Turistas. Llegaron durante el verano, como solían hacerlo, en mareas de buses y coches que inundaron la ciudad de un momento a otro. Ansiosos por tomar la mejor foto, bulliciosos en las mesas de los restaurantes, impertinentes en cualquiera de las calles. Los reconocíamos desde lejos, con esa irónica simpatía que nos provocaban, sin poder imaginar lo que ocurriría después. El verano terminó, pero extrañamente ninguno de ellos partió, sino que al contrario siguieron en las calles con sus cámaras y flashes, intercambiando puntos de vista en ese idioma incomprensible que utilizaban. Cuando nos dimos cuenta, ya era muy tarde. Entraban en nuestras casas, comían en nuestras mesas,
e incluso dormían en nuestras camas al abrigo del frío invernal. Ahora que viajamos rumbo a lo desconocido, en los mismos autos que ellos utilizaron, recordamos que un poco más al sur hay otra ciudad. Dicen que en ella hay muchas cosas lindas, dignas de una buena fotografía. Merci beaucoup. Est-ce que... alors, celui-là n'est pas traduit tout à l'heure, on vous fera des lectures du même micro-récit en espagnol d'abord et en français après, puisque certains textes ont été traduits par plusieurs personnes, dont un groupe de l'université de Poitiers. Est-ce que le genre du micro-récit te permet, ou dans quelle mesure le genre de micro-récit te permet aussi d'analyser les relations interpersonnelles? Parce que le livre est constitué de 3 parties et elles permettent d'explorer certaines choses, notamment les relations... Oui, notamment les 2 premières parties. En fait, c'est un livre composé en 3 parties. La première qui est consacrée à l'enfance, qui s'appelle Criaturitas Angelicales, comment pourrait-on dire ça en français? D'accord. La deuxième partie qui s'appelle Ellos y Ellas, hein, et la troisième partie qui s'appelle Periferias del Silencio. Notamment les 2 premières parties vont explorer les relations interpersonnelles dont tu as parlé. La première partie, les relations entre père et enfant et aussi entre les enfants eux-mêmes. Et la deuxième partie, elle va explorer les relations notamment d'amour, les relations de couple. Et ce qui m'intéresse dans ce que je travaille au niveau littéraire, s'il s'agit d'une relation entre des enfants ou s'il s'agit d'une relation de couple, c'est jouer avec les frictions que la communication suppose entre les êtres, entre les individus. Et parfois, ces manques de sens, j'aimerais bien dire même les malentendus que les contacts entre les individus vont provoquer. Et c'est ça ce que je cherche à travailler dans chacun de ces micro-récits. En fait, je crois que dans chacun de mes micro-récits, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui relève du malentendu. Un malentendu qui peut être entre 2 individus, mais aussi un malentendu qui va se projeter aussi entre ce qui est écrit et le lecteur qui écrit et qui, au moment de lire, va reconstituer l'essence de mon écriture, vous voyez? Ce qu'on n'a peut-être pas assez signalé, c'est que le micro-récit fonctionne sur l'ellipse, fonctionne sur du silence que le lecteur doit remplir. Oui, et dans ce sens-là, j'avais un autre genre en tête quand j'écris ce livre, c'était justement la bande dessinée. Vous voyez la bande dessinée, lorsqu'on passe d'une case à l'autre, il y a quelque chose qui se passe. Et ces vides, ces blancs qui imposent les dessinateurs de bande dessinée, c'est quelque chose que le lecteur de bande dessinée va remplir. Moi, dans mon écriture, dans l'écriture de ces livres, j'ai beaucoup travaillé avec les ellipses, des choses que je ne raconte pas, mais que je suppose le lecteur va combler de sa connaissance ou de son expérience personnelle. Et lorsqu'il comble, c'est quelque chose que je ne raconte pas, ce n'est pas pour aller dans mon sens forcément. Ça va être très souvent pour aller dans un sens différent. Et j'ai joué aussi justement avec cette friction dont j'ai parlé tout à l'heure. Et peut-être on peut lire celui de... Ah, il y a une autre dimension aussi qui peut-être à voir aussi avec la couverture. Tes textes ne sont pas comme ceux de Fernando Iwasaki, qui peuvent être d'humour noir, voire très noir. Mais il n'empêche que dans certains de tes textes, il affleure quand même un petit peu de cynisme, enfin pas de cynisme, mais un petit sourire grinçant, ouais. Comme par exemple celui-ci là, Dentaduras Postizas. Moi j'aime bien cette différence que tu as faite parce que le cynisme, je crois que c'est un état d'humour qui ne me convient pas. Le cynisme, pour moi, lorsque j'essayais de l'aborder, pour moi ça relève plutôt souvent du mépris lorsque j'écris. Hein? Alors que ces sourires grinçants dont tu parles, et l'ironie aussi, c'est un état d'esprit qui me touche plus. Quand je transmets quelque chose, quand j'essaie de lui donner une forme justement littéraire. Hein? Et c'est vrai que celui-là, il est un peu mal poli aussi. Moi, je le lis. Hein? Il s'appelle Dentaduras Postizas. Ahí va. En el pueblo éramos 30 ancianos, abandonados y cansados de no hacer nada durante el día. Por eso acogimos la iniciativa con entusiasmo. Como el dinero era justamente lo que nos faltaba,
se nos ocurrió apostar lo más precioso y vital que teníamos. Ganaba quien al final se hiciera con el mayor número de dentaduras. Fue un combate arduo y tenaz, en el que perdieron mucho de los más taimados, los más desenvueltos, los más estrategas. Ahora que las tengo todas, miro con aire triunfal a mi alrededor. Muerdo el pan del almuerzo en el medio de la plaza mortalmente vacía y lamento profundamente haber perdido a todos mis contrincantes. Merci. C'est une histoire de dentier et de lutte pour avoir le plus de dentiers possible, ce qui fait que le protagoniste à la fin se retrouve tout triste avec 30 dentiers et n'a plus personne à qui les voler. Et voilà, c'est pour ça que... peut-être aussi, pourrait-on revenir sur ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'ellipse, sur le vide, sur le silence et sur cette réflexion que tu mènes, notamment vers la fin du livre, sur le processus d'écriture lui-même. Oui, je disais que c'était un livre dans lequel je jouais sur pas mal de paradoxes, et voilà un des paradoxes, c'est-à-dire, c'est un livre qui est fait des mots, justement, mais qui est hanté par quelque sorte d'obsession avec le silence. Hein? Le silence, je crois, exprimé de deux façons. C'est-à-dire, de trois façons, si j'inclus les malentendus et les relations entre les individus dont j'ai parlé tout à l'heure. La deuxième façon serait l'ineffable. Hein? Dans ce livre, je cherche à montrer dans les situations quotidiennes que je présente au lecteur qu'il y a quelque chose que l'écrivain et que le lecteur aussi, du fait qu'il écrit les livres avec l'écrivain, ne peut pas formuler, qui lui échappe, qui relève du silence. Et donc du coup l'écriture est justement cette quête de donner forme au silence. Et voilà l'autre forme de silence, la troisième. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, quand j'étais sur le point de finir ce livre, que l'écriture pour moi, ce n'était pas raconter quelque chose, donner forme à une anecdote, ou dire ce qui s'est passé entre deux personnes, trois personnes, je ne sais pas combien. C'était ça, bien sûr, mais avant tout, c'était de contourner un silence. Et du fait que j'ai contourné ce silence, je lui donnais forme, et je l'ai constitué, et je me l'appropriais, sachant que je ne pouvais pas y accéder. C'est pour ça qu'il y a les thématiques, il y a pas mal de récits, de micro-récits, dont la thématique est justement ça, et justement l'impossibilité de transmettre quelque chose. Jusqu'à parfois l'incompréhension totale qui amène à la séparation. Il y en a un notamment qui est très éloquent, bien qu'il soit très court, et qui représente, qui définit ce que peut être un adieu. Oui, et justement celui-là, qui s'appelle Adios, il est à côté d'un autre qui va donner forme à ces mêmes soucis, voire à cette même obsession, qui s'appelle Macumba. Je vais lire les deux parce que je crois que les deux vont constituer une unité. L'un est plutôt sobre dans les pots de mots qu'il va déployer, et l'autre, il a une fin qui est vraiment très cocasse, j'aimerais dire. Adiós. Encontró la aspiradora encendida apenas entró en el apartamento vacío. ¿No? Es ese adjectif à la fin, vacío, qui va donner quelque sorte de distance au lecteur. Hein? Je n'ai pas la prétention de traduire directement, mais juste pour le sens. C'est donc un adieu, et lorsque il est entré, ou elle est entrée, l'aspirateur était allumé dans un appartement vide. Y voilà el otro, Macumba. La negra me dijo que con la pócima lo tendría como un perro a mis pies. Me dijo que abandonaría a su esposa y a sus hijos, renunciaría al trabajo y llegaría arrastrándose hasta mi puerta para pedirme que finalmente viva con él. Me dijo también que me regalaría joyas, autos, pisos, que mi vida a su lado sería una constante de lujo, confort y derroche. No se equivocó. Lo que no me dijo, la muy maldita,
es que después de todo este tiempo a su lado terminaría aburrida con sus caprichos, cansada con sus poses, hastiada con sus vanidades. Por eso, maldigo la buena suerte de su ex mujer que se deshizo del pesado ese como por arte de magia. On voit bien le changement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une personne qui veut absolument conquérir quelqu'un d'autre par magie noire et qui se rend compte petit à petit qu'en fait la situation tant désirée devient profondément ennuyeuse et du coup se demande si la magie n'était pas le fait de l'autre épouse qui voulait se débarrasser de quelqu'un d'aussi pénible et finalement... Tant que nous sommes dans ce genre de relation, il y en a un autre que j'aime bien et qui est Ciencia Fiction, qui est dans l'autre, dans la dernière catégorie, mais qui est aussi un prolongement de cette réflexion. Je le lis. Ciencia ficción. No sé dónde leímos que antes las parejas se juraban amor eterno. Intrigados por el sentido de la expresión, muchos sabios, eruditos y hombres de ciencia han discutido e incluso polemizado cuando han tratado de explicar, siempre sin éxito, aquello que nuestros remotísimos ancestros parecen haber tenido en la más alta estima. Ahora que conocemos la eternidad y somos inmortales, nadie puede recordar qué cosa era eso del amor. Mientras tanto, nos miramos en los ojos de ellas y un silencio lleno de preguntas nos interpela. Science-fiction, la réflexion étant que devient l'amour dans l'hypothèse où l'humanité deviendrait un jour immortelle. Est-ce que cela aurait encore un sens et lequel? Et est-ce que, peut-être pour avancer encore un peu, est-ce que tu comptes poursuivre dans ce genre du micro-récit ou est-ce que c'est simplement, comme tu disais tout à l'heure, le fait de partir d'une anecdote qui avait besoin de cette forme-là qui t'a conduit à ça? Parce que tu as déjà écrit d'autres textes plus longs. En fait, quand j'ai écrit ce livre micro-récit, il y a quelque chose de très bizarre qui m'est arrivé. Parce que normalement, quand j'écris de la fiction, bien sûr, il y a quelque chose de très inconscient que je cherche à donner forme par le biais des mots, justement, et que je cherche à exprimer, notamment dans les premiers jets d'écriture. J'écris vraiment, tout sort, quoi. Et c'est après que les ciseaux vont passer pour couper un peu. Mais d'un premier coup, c'est laisser libre cours à tout ce qui va arriver, à tout ce qui va prendre forme des mots, quoi, par le biais des mots. Et avec les micro-récits, je n'ai pas eu cette sensation que j'ai eue lorsque j'écris des romans ou lorsque j'écris des nouvelles. C'est-à-dire une sensation d'avoir planifié quelque chose et de suivre quelque sorte de schéma. Les micro-récits plutôt étaient de l'autre côté. C'est-à-dire, c'était un besoin que je n'avais pas ressenti avant et qui me poussait à écrire. Et qui me poussait à écrire d'une façon que je n'avais pas encore connue avant. C'est-à-dire, de façon très productive. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup, même moi. Quand je parle, mais aussi quand j'écris. Hein. Et quand j'écris, ça me pèse, ça m'écoute de rajouter une ligne, de rajouter un mot, parce que je suis toujours avec l'obsession d'écrire quelque chose qui me convient. Et rien ne me convient quand j'écris. Parce que justement, il y a quelque chose qui perd, de l'ordre de la perte quand j'écris. Alors qu'avec les micro-récits, ça allait de façon très fluide et de façon très rapide. J'ai fini ce livre au bout d'un mois et demi, un mois et 3 semaines. C'était vraiment très rapide, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, je me suis rendu compte, en réalisant ce que j'avais écrit, qu'il avait une unité secrète, qu'il avait 3 grands axes dans mon livre, et j'ai commencé à regrouper. Et je me suis rendu compte aussi que ces 3 grandes parties dont on m'a parlé à l'instant, c'était 3 grandes parties qui n'étaient pas épuisées lorsque j'ai fini les livres, qui voulaient devenir elles-mêmes par la suite quelque chose d'autre, de plus simple, qui voulait prendre l'ampleur. Et donc du coup, je me suis mis à écrire des livres qui allaient prolonger
quelle allait être la suite de chacune de ces trois parties. Et j'ai commencé par la fin. J'ai commencé par la réflexion consacrée à la littérature. C'est-à-dire, je viens de finir un livre que j'ai envoyé il y a à peu près un mois à mon éditeur, un livre consacré à la littérature. À la littérature telle que je l'ai connue, les livres, les romanciers, les écrivains, les poètes que j'ai lus, et que j'ai envie d'une certaine façon de rendre hommage. Les livres aussi, hein. Par exemple, j'ai des micro-récits consacrés au Comte de Monte-Cristo, hein. Des micro-récits consacrés au Corps des Ténèbres de Joseph Conrad, qui est un roman qui m'a beaucoup marqué. Et aussi ce qui signifie être écrivain et ce qui signifie l'écriture. Quelles sont ces écritures de nos jours? L'écrivain, il est à quel réseau, hein? Est-ce que c'est la même chose être un écrivain français qu'être un écrivain congolais, de l'Éthiopie ou péruvien? Bien sûr que non. Et à m'interroger par rapport à chacun de ces... Pourquoi ce n'est pas la même chose écrire dans les fins fonds de la campagne bolivienne que d'écrire en plein cœur de Paris? Mais d'une certaine façon, c'est aussi la même chose. Parce qu'il y a toujours ce geste de solitude de quelqu'un qui décide d'écrire. Et à ce geste d'écriture, il y a quelque chose de très terrible, de très tragique, mais aussi de très beau. Hein? Et c'est ça, je crois qu'il n'y a pas pour l'instant quelqu'un qui ait décidé d'écrire des micro-récits consacrés à ce genre de choses. Soulignant aussi l'élément politique, l'élément social qui m'intéresse beaucoup lorsque j'écris, mais donnant forme, lui en soufflant une forme avant tout esthétique. Hein? Parce que je suis quelqu'un qui croit que l'esthétique et que les mots ont bien sûr besoin d'être exprimés de façon belle, mais ils sont un poids aussi, ils sont une gravité, hein? Ils sont d'une certaine forme responsables. Et cette responsabilité que les mots possèdent trouve une forme littéraire que l'écrivain ne peut pas nier. Et du fait qu'il ne nie pas cette forme, il lui donne une forme. Et à lui de trouver un sens à ces mots, mais aussi de trouver ses lecteurs, son public. Et voilà, c'est ça ce que je suis en train de... Ce que j'ai fini, ce que j'ai envoyé à mon éditeur. Et j'espère bientôt voir ça sous forme d'un nouveau livre, parce que ça m'intéresse beaucoup voir ce qu'on parlait hier un peu, toi et moi, par rapport au fait que l'écrivain était coupable de la moitié, de 50%, mais les lecteurs étaient coupables de l'autre moitié. Un livre n'est pas fini du fait que l'écrivain a mis les mots fins, et voilà, il l'a envoyé. Un livre est fini lorsque quelqu'un d'inconnu l'ouvre, les feuillette, les jette à la poubelle, ou décide de les finir. Non? Lorsqu'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté, quoi. Merci. Je crois que ça peut presque servir de conclusion. On va lire, on va vous lire 2 ou 3 micro-récits dans les 2 langues. Et ensuite, on va vous laisser un peu d'espace pour les questions. Quitte à revenir si on a un peu plus de temps après, mais le temps passe. Je commence. Casa de muñecas. La niñita abre el regalo de cumpleaños con entusiasmo y rapidez, la misma rapidez con la que despliega la casita donde encuentra reproducidos en primorosa miniatura al perro en el jardín, después la puerta de entrada, la sala con la televisión encendida, unas escaleras que suben hasta los cuartos, el cuarto grande, familiarmente desordenado, pero también el pequeño, el mismo cuarto en el que ella coge entre sus dedos a sus padres, que la miran, felices, nerviosos y finalmente aterrorizados con tan peligroso juguete. Maison de poupée. La petite fille ouvre son cadeau d'anniversaire avec enthousiasme et empressement. Le même empressement qu'elle met pour déballer la maisonnette, où sont soigneusement reproduits en miniature le chien dans le jardin, la porte d'entrée, le salon avec la télévision allumée, les escaliers menant aux chambres, la grande dans un désordre familier, mais aussi la petite, celle où elle prend entre ses doigts ses parents qui la regardent, heureux, nerveux et finalement terrorisés par un jouet aussi dangereux. Tu veux bien donner la page? Moi j'aime bien suivre parce que je ne connais pas la langue. Si quelqu'un veut regarder, suivre en même temps, c'est assez agréable. Hein. Et le livre est très, très beau, donc il est vraiment agréable à regarder. Il y en a d'autres. Donc nous allons vous lire celle qui a donné, qui
l'impulsion à ce livre-là. Donc elle est à la page 45. Elle est à la page 45, El Cartero. Donc je laisse Félix lire la version originale et je vous lirai la traduction ensuite. Je vais juste attendre une toute petite seconde. Ils sont très agréables à feuilleter. Le livre Vous êtes devenu généreux aujourd'hui. Oui, on distribue. Allez. On collectivise, on socialise. Bon, alors je dois en avoir d'autres, mais ils sont ailleurs, cachés. Enfin, s'il en reste un. On a fait, enfin, il y en a encore, mais... 45. Page 45, c'est El Cartero, ce dont nous a parlé Félix tout à l'heure, c'est-à-dire l'anecdote qui a donné lieu à ce premier micro-récit et qui est donc à l'origine du recueil tout entier. Et dans ces micro-récits, j'essayais de trouver un équilibre entre la création d'une atmosphère et ce que je raconte. Tu veux? Había caminado toda la mañana por la ciudad. Buscaba retrasar de esa forma el regreso y la consecuente discusión. En mis pensamientos me veía explicándole que ya nada nos reunía. El silencio había terminado por imponerse entre ambos. Por eso, lo mejor era que nos separásemos, que cada uno tomara su rumbo, de espaldas al recuerdo hasta ser olvido, o, lo que es lo mismo, dejar de existir. Pero apenas llegaba a la puerta del edificio, algo me obligaba a dar media vuelta una vez más, como si el contemplar la separación, o su perspectiva, me permitiese entrever no solo lo engorroso de la situación, sino también la incertidumbre y el vacío frente a una nueva vida. A esa hora, la ciudad es una agitación constante de peatones. Es sencillo encaminar sus pasos a ninguna parte. Basta tomar una calle en el mal sentido para perderse en regiones nunca antes conocidas, ignoradas por la experiencia. Así que mis pasos terminaron llevándome al cementerio de la ciudad, donde las bancas vacías, de tanto en tanto ocupadas por algún jubilado, vagabundo o solitario, brillaban bajo el cielo de verano. Reinaba un silencio hecho de polvo sin tiempo, un silencio en el cual me instalé, no sin cierto alivio. Una paloma se acercó a pedirme de comer. Después, una familia pasó llevando un ataúd. Una mujer lloraba delante. Más tarde, apareció un sacerdote sudoroso y circunspecto, con una levita negra que se hinchaba al viento, el mismo viento que corría las hojas de su misal abierto. Cuando me dije que ya se hacía tarde, me estaba esperando, era hora de regresar, fue que lo vi. Al inicio, me pareció, con sus inconfundibles chalecos y gorritas azules, una imagen tan incongruente que supuse preguntaba por una dirección. Sin embargo, en lugar de dar media vuelta, como me lo esperaba, cruzó el umbral con su bicicleta y su alforja. Entre los nichos, las criptas y los mausoleos, ¿qué demonios hacía un cartero? Pensé mientras lo veía perderse en uno de los pabellones, preocupado por dar con la dirección correcta, con un sobre en la mano. ¿Qué mensaje podía dejar a quienes ya no tienen oídos para escuchar ni palabras más allá de la muerte? Me di cientos, miles de razones que me explicaran su presencia, pero el cartero ya estaba de regreso sobre la alameda, sonriente y sin sobre. Cuando pasó a mi lado, impertérrito, magnífico y triunfal, me miró de soslayo. Me levanté detrás de él y lo seguí. Una paz agitada me poseyó, una violencia tranquila me embargó. Al fondo de la calle, la silueta del cartero se perdía como el anuncio de algo que jamás llegó ni llegaría. Entonces supe lo que debía hacer. Le facteur. J'avais arpenté la ville toute la matinée, cherchant ainsi à repousser mon retour et la dispute qui s'en suivrait. Dans mes pensées, je me voyais lui expliquant que plus rien ne nous unissait, que le silence avait fini par s'imposer entre nous et que donc le mieux était que nous nous séparions, que chacun suive son propre chemin, dos tourné au souvenir jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'oubli, ou, ce qui revient au même, qu'il cesse d'exister. Cependant, à peine arrivé devant la porte de l'immeuble, quelque chose m'obligea à faire demi-tour une fois de plus, comme si l'imminence de la séparation, ou sa perspective, me laissait entrevoir non seulement la difficulté de l'entreprise, mais aussi l'incertitude et le vide devant une vie nouvelle. À cette heure-là,
La ville est une effervescence continuelle de piétons. Il est facile de diriger ses pas vers nulle part. Il suffit de prendre une rue en sens contraire pour se perdre dans des régions inconnues jusque-là, ignorées dans nos expériences préalables. Voilà comment mes pas finirent par me conduire au cimetière de la ville, là où les bancs vides, occupés de temps à autre par quelques retraités, vagabonds ou solitaires, brillaient sous le soleil estival. Il y régnait un silence fait de poussière atemporelle, un silence dans lequel je m'installais, non sans un certain soulagement. Un pigeon s'approcha de moi pour quémander de la nourriture. Une famille transporta un cercueil passa ensuite. Une femme pleurait en tête de cortège. Plus tard, un prêtre suant et circonspect fit son apparition. Il portait une lévite gonflée à cause du vent, le même vent qui tournait les pages de son missel ouvert. J'étais en train de me dire qu'il commençait à être tard, qu'elle m'attendait, qu'il était temps de rentrer, lorsque je l'aperçus, avec ses sempiternels gilets gris et sa casquette bleue. Au début, j'imaginais qu'il demandait une adresse, tellement l'image était incongrue. Toutefois, au lieu de rebrousser chemin comme je l'espérais, il franchit le seuil, avec son vélo et sa sacoche. Que diable fabriquait un facteur au milieu des niches, des cryptes et des mausolées, pensais-je en le voyant se perdre dans l'un des columbariums, cherchant manifestement une adresse exacte, une enveloppe à la main. Quel message pouvait-il bien avoir à remettre à qui ne jouait plus de l'ouïe pour entendre, ni ne dispose des mots pour répondre au-delà de la mort? Le temps de m'inventer des centaines, des milliers de raisons pour expliquer sa présence, le facteur était déjà de retour dans l'allée, souriant et sans son enveloppe. En passant à côté de moi, impassible, magnifique et l'air triomphant, il me regarda du coin de l'œil. Je me levai derrière lui et lui emboîtai le pas. Une paix agitée s'empara de moi, une violence tranquille m'envahit. La silhouette du facteur se perdait au fond de la rue, sorte d'annonce de quelque chose qui n'était jamais arrivé et n'arriverait pas. Je sus alors ce que je devais faire. Voilà, donc si vous avez, on va peut-être laisser un peu d'espace à quelques questions. Si dans la salle. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro pour les questions. Je tenais à vous féliciter parce que vous êtes passé de la thèse au micro-récit. En règle générale, on passe de la thèse au carriérisme. Vous êtes passé de la thèse au micro-récit. Je crois que c'est important. Deuxièmement, je vais donner une information. J'ai appris qu'il y avait une manifestation d'auteurs au Salon du Livre et qu'ils criaient « sans auteur, pas d'ouvrage » et qu'ils protestaient contre la précarité dans laquelle se trouvent la plupart des écrivains. Et qu'en règle générale, en moyenne, ils recevaient 1 euro de droit d'auteur par bouquin. Imaginez-vous combien il faut en vendre pour arriver au SMIC. Je ne savais pas que le monde de la culture était dans une telle précarité, je croyais que nous étions en France. Voilà, et avec M. Macron. Ensuite, je voulais te demander, là ça c'est très sérieux, est-ce que c'est pas finalement une façon de s'adapter à ce que sont les gens aujourd'hui? On lit de moins en moins, on est d'accord? On lit de moins en moins. Les gens lisent de moins en moins. Le micro-récit, ça permet des entrées multiples. Ça permet des lectures multiples. Est-ce que c'est pas également, si tu veux, en liaison avec les livres numériques, etc., avec la façon aujourd'hui de consommer, entre guillemets, le livre et la lecture? Ce que je pourrais dire par rapport à mon expérience, c'est strictement par rapport à mon expérience, d'accord? C'est que, en effet, les nouvelles technologies, je veux dire les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, les blogs aussi peut-être, vont permettre une meilleure, entre guillemets, diffusion d'un travail de microfiction. D'accord? Je ne parle pas sur les mots des micro-récits, je parle d'autres formes, bref, qui trouvent place dans les web. Parce que les web l'Internet va permettre de laisser ce qu'on a écrit et d'avoir cette sensation que quelqu'un peut arriver par la suite. Quelqu'un qui se trouve n'importe où dans le monde. Après, j'ai l'impression que les passages vers la forme, vers l'édition, ces passages-là, ils restent encore sur un paradigme très traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a un éditeur qui va trouver un auteur qui va lui plaire et qui va jouer les jeux, quoi, et qui va publier les livres.
comme il aurait bien pu publier un livre de nouvelles ou un livre de romans. Donc, d'un côté, il y a une effervescence que l'on peut trouver sur Internet, et d'un autre côté, il y a une façon, je trouve, qui est encore traditionnelle par rapport à la façon dont on aborde les systèmes de publication et d'édition. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant les salons du livre, je suis d'abord très touché du fait que les salons du livre aient été consacrés à une littérature telle que la brésilienne cette année. La littérature brésilienne, c'est vraiment une littérature, c'est peut-être parmi mes préférées, parce que c'est une littérature qui est vraiment quelque chose qui vient de notre planète. Elle est lyrique, elle est sociale, elle est politique, elle est quelque chose d'unique. Imaginez qu'il y a des écrivains tels que Clarice Lispector, Machado de Assis et d'autres écrivains plus contemporains qui trouvent une place et qui sont discutés maintenant à Paris, ça me plaît. Et d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu parles de la précarité du système, mais aussi des écrivains. Il faut dire aussi qu'en France, c'est la même chose qu'en Amérique latine, au Pérou. C'est-à-dire, un écrivain va recevoir les 10% de ce qu'il vend. Si le prix d'un livre est de 20 €, un écrivain ne recevra que 12 €. Donc du coup, pour que la chose fonctionne au niveau littéraire, il faut être conscient que derrière, il y a tout un système socio-économique qui travaille derrière l'écrivain. Et que le travail d'un écrivain, c'est un travail extrêmement compliqué et paradoxal. Parce que d'un côté, il y a cette espèce de capital symbolique qui est avoir le nom de l'auteur, avoir un livre, dire je suis un écrivain. Mais d'un autre côté, il y a son intégration dans un marché qui est vraiment vorace, presque cannibale. Et ça, c'est vraiment compliqué lorsqu'on est écrivain. C'est pour cela que ces vers d'Arthur Rimbaud m'a l'air très clairvoyant lorsqu'il dit que la main qui fait les travaux agricoles est la même main qui va écrire. Parce qu'il rapproche les deux activités. Je ne me souviens pas par contre les vers, mais c'est ça. Et c'est exactement ça. Il donne son sens politique à l'écriture. Et je trouve qu'il était très fort à dire ça à 17 ans, à 18 ans. Merci. Je ne sais pas s'il y a un lien dans votre esprit entre les différents micro-récits, s'il y a un fil conducteur plus ou moins implicite. Je n'ai pas lu le livre. Et pour formuler ma question d'une autre manière, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le choix de votre titre, Le vent sur ton visage? Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi parce que je vois que vous avez traduit les titres comme j'aurais bien aimé que l'on traduise mon livre. Il y a quelqu'un qui a traduit mon livre Les vents sur ta frimousse. Et ça m'a vraiment terrifié. Mais c'est ça, je crois que c'est plutôt une traduction qui se rapproche. Et j'ai voulu prendre un titre, pas un titre d'un des micro-récits qui font partie du livre. J'ai voulu que ce soit un titre qui soit exclusivement un titre pour l'ensemble des micro-récits. J'ai voulu que ce soit un titre qui soit deux choses en même temps, qui en lui-même ait un côté plutôt narratif, qui raconte déjà un petit peu quelque chose, un peu aussi sur les registres de l'ordinaire, du banal dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien de plus commun que sentir les vents sur les visages. Mais aussi, j'ai voulu recréer, donner forme presque physique, corporelle, à ce que je veux chercher avec mes micro-récits, c'est-à-dire provoquer quelque sorte de sensations sur le visage qui gênent, mais qui m'entendent dans ces sentiments de liberté. Ces deux choses-là, j'ai voulu rassembler dans mon titre. D'autres questions? Moi, je voudrais juste dire à propos, parce qu'on a évoqué les écrivains, donc les maisons d'édition, les libraires, ce qui est difficile à ce propos, c'est que parfois on sait qui gagne l'argent, garde l'argent, exploite, et là ça me paraît plus compliqué parce que, en l'occurrence, il y a quand même des éditeurs qui tirent la langue aussi, pour lesquels c'est difficile, et des libraires aussi. Donc c'est un monde où c'est plus compliqué de savoir qui ne redistribue pas le gâteau, me semble-t-il. Bon, c'est pas une discussion qu'on va ouvrir là, mais
C'est un peu plus compliqué de ce point de vue. Parce que quand un gros éditeur gagne beaucoup d'argent avec un auteur, l'auteur gagne aussi beaucoup d'argent, même si effectivement les dividendes sont... Donc j'ai l'impression que c'est assez compliqué là pour le coup, ce domaine-là. Bon, après, voilà. Oui, c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il s'agit d'un milieu que je beaucoup soit registre un peu hypocrite, dans le sens où d'un côté il y a l'écrivain et les belles lettres, et d'un autre côté il y a les marchés qui imposent ces lois. Un peu comme ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec Amazon et ces grands groupes d'édition français. Alors là, oui, là il y a un problème. Là, il y a un gros problème, quoi. Il y a des choses qu'il faut reformuler, parce que les livres, les paradigmes du livre, la façon que l'on a de lire, sont des choses qui sont en train d'être chamboulées, mais de mauvaise façon, quoi. Mais c'est vrai. Oui, c'est là quel problème. Sinon, il y a un beau travail parfois des éditeurs, enfin, oui, qu'il faut pas nier, quoi. Et des libraires aussi, enfin. Oui, qui nous accompagnent, qui vont nous épauler, les éditeurs et les libraires. Parfois, c'est nos alliés à nous, quoi, parce qu'ils vont nous donner une visibilité, parce qu'ils vont... C'est vraiment très sympa des gens qui vont avoir confiance en quelqu'un. L'écriture est vraiment une activité très solitaire et parfois incomprise. Très souvent incomprise. Et au Salon du Livre, il y avait le monde de l'auto-édition là, qui commence à émerger, mais bon, c'est pas la panacée, hein, c'est compliqué aussi. Hein. C'est compliqué. Et il y a de la récupération aussi, voilà. Avant de terminer, peut-être, j'ai oublié de le faire au début, je voudrais saluer la présence dans la salle, justement tu en as parlé tout à l'heure, d'une autre écrivaine péruvienne, Patricia de Sousa. Elle est peut-être repartie entre-temps. Mais elle était là tout à l'heure, et la présence de Paul Piquemal, qui est le lauréat de notre concours d'affiches. Il s'est senti impliqué, il a participé au concours et il s'est senti impliqué, il est venu à plusieurs de nos événements, et donc je voulais saluer ça aussi, parce que apparemment pour lui ça n'est pas que un concours d'affiches, c'est aussi un intérêt pour notre festival, donc voilà, merci beaucoup. J'ai trouvé un livre de micro-récit, le Noir à Messi. Le Noir à Messi, sans doute. Il a mis juste à côté. Ah ouais, ça c'est pour Gauthier. On s'en tient là. Merci à tous. Et, merci beaucoup. Oui, alors évidemment, les livres sont à acheter, à faire signer volontiers. Hein. Félix Serronès les signera si vous le souhaitez, ou vous les reposez, bien évidemment. Hein. C'était un plaisir que de les prêter. Merci beaucoup, Félix. Et à plus tard, hein, pour ceux qui poursuivent la soirée. Oui, vous les prenez, vous les prenez. Mais mes parents viennent de Cajamarca. C'est d'ailleurs de où? Oui, moi aussi. Mais j'ai pas avec ces pays. Bah, c'est mon pays, quoi. C'est un pays de contraste. Vous êtes allé en quelle année? Oui, demain. Je suis allée ce jour-là, j'étais à la conférence d'Hachem, c'est très important, la conférence temporelle. Ouais. De même, hein. Voilà. Voilà, oui, bonjour, ça va, vous avez oui, c'est bon. Non, c'est une poignée de mon père.
Ah bah faut peut-être